Ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons le Midi Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. Alors, la fête nationale approche à grands pas et les préparatifs vont bon train. La publicité s'en mêle et une a particulièrement choqué Mathieu Bock-Côté, mon chroniqueur. C'est l'occasion de se pencher sur le sens de notre histoire et la façon dont nous l'assumons et la célébrons. L'autre question fondamentale étant de savoir si trop de fêtes tue la fête et si la véritable transgression ne serait plus désormais que le silence. Mathieu, bonjour. Bonjour. C'est quoi cette publicité dont vous parlez? Alors, c'est une publicité qui a été mise sur Internet, diffusée sur Internet par un motel, en fait, pour un party de la Saint-Jean, tout simplement. Et je la résume, c'est quelqu'un qui se réveille le lendemain et on voit, au lendemain d'un party de la Saint-Jean-Baptiste, finalement, la fête nationale. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens absolument ils ont des réminiscences, des souvenirs de la veille. Et là, on voit que c'était une espèce une orgie un peu minable, où les gens ont peut-être eu des relations sexuelles avec des chèvres ou avec des poupées gonflables. On voit une beuverie immense où les gens il y a quelques personnes qui sont sous-morts, qui flottent sur la piscine. Autrement dit, c'était une soirée non pas, je dirais, de débauche romaine, c'est-à-dire avec quelque chose, une forme de transgression forte. Une vraie décadence. Mais d'aucune manière, c'est une petite orgie minable de la vie banlieusarde nord-américaine. Et pour la fête nationale. Et c'était vraiment fêter la Saint-Jean de cette façon-là? Oui, c'est partie de la fête nationale. D'ailleurs, on voit des drapeaux du Québec un peu partout dans l'appartement. Donc, d'ailleurs, et ce qui est choquant à travers ça, c'est que ce n'est pas surprenant. Pourquoi? Parce que la fête nationale au Québec, depuis trop longtemps, dans une partie des classes populaires, faut dire, et de la population en général, soyons honnêtes, pas au niveau des institutions, mais au niveau de la population, c'est vu comme l'occasion d'une immense débauche. C'est une immense beuverie, davantage qu'une débauche d'ailleurs. Pour vous, débauche c'est sexuel et beuverie c'est juste pour boire? C'est-à-dire, il y a la prétention dans la débauche, c'est plus large. Donc c'est une immense beuverie. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que la fête nationale sert finalement aux gens à s'encanailler de manière un peu misérable. Alors, s'il y a deux choses qui sont choquantes là-dedans, d'abord, pourquoi la fête nationale sert-elle à cela? C'est-à-dire, il est normal qu'en toute société, il y ait des rites, je dirais, presque orgiaques. Il est normal qu'en toute société, il y ait des moments de transgression. Il est normal que la fête arrive en toute société. Parce que la fête a une fonction, de toute façon. Bien évidemment. Mais pourquoi la fête nationale sert-elle à cela? Deuxièmement, n'y a-t-il pas, par ailleurs, aujourd'hui, dans le festivisme contemporain qui s'impose, j'emprunte ici la formule de Philippe Meuret, dans ce festivisme tout azimut qui veut faire de tout une fête et de chaque moment une débauche, n'y a-t-il pas quelque chose comme une perte d'esprit de la fête qui est par définition une transgression, qui est par définition un moment d'exception où le temps est suspendu, où les inhibitions se dissipent, un moment où tout est permis, mais le propre de ce moment, c'est qu'il est isolé dans le temps et ensuite l'ordre normal revient. Or, ce qu'on voit à travers ça, je crois, c'est tout simplement ce règne du festivisme qui contamine tout. Donc, cette publicité n'était pas qu'une publicité, c'est un bon révélateur, je crois, de notre rapport comme société à la fête et aussi de notre peu d'égard envers nos propres rituels collectifs importants comme la fête nationale. Mathieu, vous parliez de Philippe Meuret, cet essayiste qui est décédé il y a quelques années à 50 ans, malheureusement beaucoup trop jeune, l'auteur notamment de l'Empire du Bien qui est vraiment très très bon, que je recommande à tout le monde. C'est lui qui a inventé l'expression homo festivus. Oui, est-ce qu'on peut dire que l'homo québécoensis est un homo festivus devenu homo festivus au cours des années? Jacques Godbout, l'écrivain québécois, le cinéaste québécois, me disait il y a un temps que le Québec est au point de rencontre de deux tendances étranges. C'est-à-dire d'une tendance qui lui appartient. Notre peuple a toujours été un peuple de bons vivants, de jouisseurs. Un peuple aussi loin qu'on s'en souvienne. Les premiers, ceux qui visitent les colons de la Nouvelle-France, ainsi de suite, disent ces gens ont le sens de la fête. Il y a quelque chose de une disponibilité festive en cette culture. Alors, à partir de cette culture, rencontrer aujourd'hui le festivisme contemporain qui traverse l'Occident, qui est un peu l'héritage ricaneur de mai 68, c'est-à-dire aujourd'hui tout doit être une fête, l'ordre est à condamner, les normes sont à condamner, au point même, paradoxalement, on a fait de la fête le nouvel ordre, c'est-à-dire le nouvel ordre est festif à certains égards. Oui. Eh bien, quand on regarde ça, le Québec est au croisement finalement d'une culture particulièrement prédisposée vers le festif. Pourquoi et le festivisme contemporain. Oh, il y a plusieurs explications. Je crois simplement un peuple qui est encaserné la moitié de l'année en d'autres époques dans sa maison parce qu'il n'y a pas accès à cause du climat, tout simplement. Ça favorise le développement de certains traits culturels particuliers. Est-ce qu'il y a aussi le fait qu'on est déraciné à plusieurs égards? Je crois que c'est un peuple aussi qui n'est jamais parvenu à rencontrer de manière consciente le tragique dans l'histoire. Le tragique n'est pas absent de l'histoire du Québec, mais il n'est pas thématisé. Ce qui fait qu'on il n'est pas thématisé ou il n'est pas assumé? Je dirais qu'il n'est pas thématisé intellectuellement, souvent, sauf à travers le pathos de la survivance.
France. Oui. Mais encore là, c'est un pathos qui n'existe plus politiquement depuis une cinquantaine d'années, mais plus exactement peut-être une trentaine d'années. Donc déjà, c'est une nation qui a un rapport trouble au tragique et qui croit souvent devoir fuir le tragique dans la fête perpétuelle. Et qu'est-ce qu'on nous dit du Québec lorsqu'on en parle? On dit que c'est une société qui fait bon vivre, une société agréable, une société gentille, une société festive. C'est très bien, mais il manque peut-être quelque chose et ne soyons pas surpris, comme je le dis, que nous soyons quand même une nation qui a fondé une école nationale de l'humour. Ne soyons pas surpris que cette société soit juste pour rire. Il y a, à travers ce rapport à l'humour au Québec, quelque chose de très particulier, tout comme il y a dans notre rapport à la fête, l'été des festivals à Montréal, tout comme il y a dans notre rapport à la fête plus largement, cette espèce de Montréal qui se veut toujours point tournant touristique, capitale touristique du nord de l'Amérique du Nord, eh bien, est-ce qu'il y a peut-être là des traits culturels qui se révèlent? Il y a aussi, Mathieu Bocoté, une perception. Il y a un mot au Canada anglais que je vous épelle et je vous demanderai ensuite de le prononcer. J-W-A-H-D-E-V-I-V-R-A-H. Ce qui se dit « joie de vivre ». J'imagine que ça, c'est... On subit également le regard de l'autre. J'ai beaucoup voyagé en Amérique du Nord pour mon boulot précédent et tout le monde disait « Ah, Montréal, what a fun city! Oui, on s'amuse à Montréal, la bière est bonne, c'est la Babylone nord-américaine. » Alors, la joie de vivre, c'est très bien, c'est un trait culturel qui nous honore. Mais j'y reviens. Tant qu'à faire la fête, pour le dire ainsi, ce qu'il y a de choquant, c'est lorsque le rituel décadent se démocratise et s'avilit au même moment. C'était un peu l'image de ce vidéo, c'est-à-dire il y a, c'est paradoxal, mais dans le rituel de la décadence, quelque chose quelquefois, soit de profondément populaire ou de profondément aristocratique. C'est soit dans les classes populaires telles qu'on se les imagine, là je parle aussi au niveau des représentations sociales, c'est la liberté absolue des milieux qui se dérobent aux normes sociales bourgeoises, par le bas ou par le haut, par les milieux aristocratiques qui ont, tels qu'on se les imagine encore dans une certaine histoire des représentations culturelles, qui ont une liberté, encore une fois, qui se dérobe par le haut, cette fois, aux exigences bourgeoises, aux exigences des classes moyennes, dirait-on aujourd'hui, ou petites bourgeoises. Or, me semble-t-il qu'aujourd'hui, à travers le marché, à travers le festif, à travers l'empire des communications, on assiste véritablement à une espèce de falsification de l'esprit de la fête. D'ailleurs, Pascal Bruckner avait écrit un livre remarquable. Un essayiste français. Un essayiste français qui avait écrit un livre remarquable, L'euphorie perpétuelle. Et il montrait comment l'exigence contemporaine du bonheur devient presque angoissante parce que toujours on nous demande d'avoir l'esprit festif. Toujours on nous demande d'être prêt à vivre des sensations extrêmes. Toujours il faudrait être véritablement tendu vers le plaisir. Et il n'est plus possible, de ce point de vue, de couler des jours heureux, tranquilles. L'homme qui est heureux sans s'exciter, n'est-il pas finalement un homme sans volonté? C'est un homme qui est... Un mollasson. Un mollasson, un aboulique, un homme sans passion. Un aboulique et un velléitaire, j'adore ces deux mots. Alors, il y a quelque chose d'un peu malheureux dans cette société qui, voulant faire de chaque instant une fête excitante et perpétuelle, n'en vient finalement qu'à créer des gens angoissés, traversés par un désir frénétique et pathologique de jouir en toutes circonstances. Mathieu Bocoté, vous parliez de la fête auparavant, et la fête, le propre de la fête, c'est d'être ponctuelle. Elle doit ponctuer, c'est-à-dire trouer la trame quotidienne d'une existence plus sérieuse, plus encadrée. C'est le propre du carnaval. Le carnaval, oui. D'ailleurs, dans votre texte qui est sorti sur votre blog du Journal de Montréal, c'était le 7 juin dernier. Oui, vendredi dernier. La fête, la débauche, le silence, c'est le titre. La fête, la débauche, le silence, je le rappelle. Donc, vous parlez de carnaval. Est-ce que... quelle est vraiment la fonction de la fête? C'est juste une grosse détente ou est-ce que dans la fête... Non, c'est souvent le moment où l'ordre social est même suspendu quelquefois. C'est-à-dire, c'est le moment où on peut... J'entends anthropologiquement, c'est le moment où on peut se moquer du roi. C'est le moment où chacun peut suspendre son rôle social et devenir tout autre. De là, par exemple, l'importance du masque dans la fête. Ce n'est pas un détail. L'importance du masque, l'importance des danses, l'importance même quelquefois des drogues, c'est que c'est l'occasion pour un homme de se déprendre de son rôle social et de devenir autre, de devenir quelqu'un d'autre, de devenir tout autre. Et de se libérer un petit peu. Et de se libérer, c'est un moment de grande libération, c'est souvent le moment des grandes transgressions aussi. Or, la singularité du festivisme, finalement, c'est qu'il veut faire de cette disponibilité pour être tout en toutes circonstances sous le mode rieur et quelquefois euphorique, la nouvelle norme sociale. Ce qui fait finalement, c'est pour ça que je le dis à la fin, que la dernière transgression en ce monde festif et festiviste, n'est-ce pas le silence? C'est-à-dire
confesser son absence de désir frénétique et retrouver un plaisir immense. Évidemment, je parle pour moi, donc je parle de la lecture, mais ne serait-ce que regarder un film dans l'obscurité, lire un livre dans le silence, prendre une marche en forêt. Écouter Radio Ville-Marie. Écouter Radio Ville-Marie sur l'heure du midi. Il y a plusieurs manières de se dérober à l'ordre social, mais en sommes-nous encore capables? Parce que me semble-t-il qu'une des grandes angoisses de notre temps aujourd'hui, c'est de ne rien faire un soir. Hein, je connais, là je vais parler sur le mode du petit récit personnel, mais j'ai une amie qui est bouleversée à l'idée de ne pas s'occuper à chaque moment. Chaque soir, il doit y avoir quelque chose à l'agenda. Et lorsqu'elle est laissée à elle-même, un soir, elle a l'impression d'être abandonnée par la société. Mais là, vous et parlez elle ne voit pas l'occasion de se retrouver en elle-même. Mais là, vous parlez carrément du divertissement pascalien. Donc, le problème que vous décrivez et que vous dénoncez aujourd'hui n'est pas... Il est peut-être plus généralisé. Oui, mais la singularité de notre époque, ce n'est pas qu'il y ait des pathologies humaines. C'est que la démocratisation, au sens d'une extension égalitaire de certains modes de vie, eh bien, ça fait en sorte que certaines pathologies se répandent dans la population. Donc, l'angoisse festive, appelons ça comme ça, c'est-à-dire cette angoisse terrible du moderne qui veut s'exciter à tout prix et qui ne trouve pas à s'exciter et qui, pour cela, est terrifié. Il est terrifié à l'idée de ne pas être un jouisseur perpétuel. Eh bien, il y a une angoisse terrible. Et ne soyons pas surpris quand cette société, soit dit en passant, elle ne puisse plus se consommer à froid. C'est une société qui ne se consomme qu'à coups d'antidépresseurs, de psychologues, de psychothérapeutes, de séances de rééducation morale et ainsi de suite, de sport extrême. C'est une société qui ne se consomme qu'en se dopant d'une manière ou de l'autre. N'est-ce pas une société qui n'est plus capable, de ce point de vue, j'utilise le mot de guillemets, de jouir ou d'accepter la vie ordinaire dans ses grandeurs et ses misères, en se disant qu'il y a aussi dans la durée et dans les engagements qui se distinguent davantage par la durée que par l'intensité, il y a aussi une modalité importante de la condition humaine qu'il faudrait réhabiliter. En quelques secondes, Mathieu Bock-Côté, les pathologies ont une évolution en général. Elles se gonflent, et finalement, elles explosent. Est-ce qu'on peut prendre notre boule de cristal et voir dans une génération qu'est-ce que tout cela va donner? Bon, moi, je suis très inquiet, mais je ne le cache pas, c'est une disposition existentielle chez moi, l'inquiétude. Ah bon? Oui, je le confesse. Collectivement, aujourd'hui, je suis d'un naturel joyeux dans ma vie privée, ce qui me permet collectivement d'avoir une psychologie inquiète. Je crois que c'est une posture plus avantageuse que l'inverse. Mais quoi qu'il en soit, je crois que nous assisterons, pour peu qu'on pense en termes d'époque, à un déclin des référents culturels, civilisationnels les plus importants et que s'impose peu à peu, appelons ça, un doux chaos moral. C'est-à-dire un individualisme frénétique, autoréférentiel, de plus en plus déraciné, incapable de s'inscrire en quoi que ce soit. Et le paradoxe de tout cela, c'est qu'on nous présente ça comme un accomplissement de la liberté. Mathieu Bock-Côté, sur cette note sombre dont je vous remercie quand même profondément. On termine le Midi Actualité, donc merci Mathieu. Merci aussi à Daniel Fortin à la mise en onde, ici Jean-Philippe Trottier qui vous fait un salut amical et vous donne rendez-vous demain à midi. Entre-temps, restez à l'antenne de Radio Ville-Marie pour l'émission suivante.